La grand-mère l'observa pendant quelques minutes. Tout à coup, elle me poussa du coude et me dit très agitée: Dis-lui de cesser de jouer, qu'il ramasse son argent plus vite et qu'il parte. Il va tout perdre dans un instant. Elle était haletante d'émotion. Oui, Potapitch, qu'on lui envoie Potapitch, mais dis-lui donc, toi-même, dis-le lui. Elle me poussait encore du coude. Mais où est donc Potapitch? Elle se mit à crier au jeune homme. Sortez! Sortez! Je me penchai vers elle et lui dis à voix basse, mais résolument, qu'il était malséant de crier ainsi, qu'il n'était même pas permis de parler un peu, car cela empêchait de compter et qu'on allait nous mettre à la porte. Quel dommage, il est perdu. Enfin, il l'a voulu. Je ne peux plus le regarder, cela me bouleverse. Nigo vint, et la grand-mère détourna vite les yeux. On pouvait voir sur la gauche, à l'autre bout de la table, une jeune femme avec un nain à ses côtés. Qui était ce nain? Un parent, ou le prenait-elle simplement pour produire son petit effet? Je n'en savais rien. J'avais déjà remarqué cette dame. Régulièrement, à 1 heure de l'après-midi, elle s'installait à une table et jouait jusqu'à 2 heures, très exactement. Elle jouait 1 heure tous les jours. Elle était bien connue au casino. On lui avançait un fauteuil dès qu'elle apparaissait. Elle sortait quelques pièces d'or, des billets de 1000 francs, se mettait à jouer tranquillement, froidement, avec calcul. Elle notait sur un bout de papier les chiffres sortants à la recherche d'une combinaison qui découlerait des chances du moment. Elle risquait de fortes mises. Chaque jour, elle gagnait 1000, 2000, voire 3000 francs sans jamais dépasser cette dernière somme. Cela fait, elle se retirait. La grand-mère l'observa longtemps. En voilà une qui ne perdra pas. Oh non, celle-là ne perdra jamais. D'où sort-elle? Sais-tu qui elle est? Une Française d'un certain milieu, sans doute, lui dis-je à l'oreille. Oui, on reconnaît l'oiselle à son vol. Elle doit avoir les serres coupantes. Et maintenant, tu vas m'expliquer ce que signifie chaque tour de roulette et comment je dois miser. Je lui décrivis de mon mieux les diverses combinaisons rouge et noir, pair et impair, manque et passe. Enfin, les différents systèmes de nombres. Elle m'écoutait attentivement, notait dans sa mémoire, posait maintes questions, apprenait sa leçon. Mes explications étaient immédiatement suivies d'un exemple visuel, ce qui permit à la grand-mère de retenir beaucoup de choses, très vite et avec aisance. Elle en fut enchantée. Et zéro, qu'est-ce que c'est? Tu vois ce croupier, le frisé, le principal? Il vient de crier zéro, il a ratissé tout ce qu'il y avait sur le tapis. Tout ce tiles l'est approprié, qu'est-ce que ça veut dire? Zéro, grand-mère, c'est le bénéfice de la banque. Quand la bille s'immobilise sur zéro, toutes les mises sans exception reviennent à la banque. Il est vrai qu'on donne encore un tour de consolation, mais la banque ne paie tout de même point. Ça alors, et je ne reçois rien. Non, grand-mère, mais si vous aviez joué le zéro, vous auriez touché 35 fois la mise. Comment 35 fois? Sort-il souvent, ce zéro? Pourquoi ces nigauds ne le jouent-ils pas? Parce qu'il y a 36 chances contre, grand-mère. Allons donc, Potapitch, Potapitch. Attends-moi un peu, je crois avoir de l'argent sur moi. Voilà. Elle prit dans sa poche un porte-monnaie bien bourré et en sortit un Frédéric. Vas-y, mets-le sur le zéro. Grand-mère, le zéro vient de gagner. Il ne sortira pas longtemps. Vous allez beaucoup perdre. Attendez un peu. Tu radotes, mise donc. Bien, mais il ne sortira peut-être plus jusqu'au soir. Vous aurez beau miser 1000 fois, ça s'est vu. Tu dis des bêtises. Qui a peur du loup ne va pas au bois. Quoi, tu as perdu? Recommence. Le deuxième Frédéric subit le sort du premier. Nous en plaçâmes un troisième. La grand-mère ne tenait plus en place. Les yeux fous, elle suivait la petite boule qui sautillait dans les alvéoles du plateau tournant. Nous perdîmes le troisième Frédéric. La grand-mère était hors d'elle. Lorsque le croupier annonça 36 au lieu du zéro escompté, elle donna même un coup de poing sur la table. Ah! Malheur! Sortira-t-il bientôt ce sacré petit zéro? Que je meure! Je ne partirai pas d'ici avant qu'il ne sorte. C'est ce croupier frisé de malheur qui ne le fait jamais sortir. Alexei Ivanovitch, mets 2 Frédéric du coup. Tu ne risques pas assez, voyons. Même si le zéro sort, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Grand-mère. Vas-y, mise, ce n'est pas ton argent. Je plaçai les 2 pièces d'or. La bille virevolta longtemps, puis elle sautilla sur les alvéoles. La grand-mère immobile concentrée me serra fortement le bras, et tout à coup, clac, zéro, annonça le croupier. Tu vois. Et la grand-mère se tourna vers moi, radieuse. Je te l'avais bien dit, le Seigneur lui-même a voulu que je mette 2 pièces d'or. Alors combien est-ce que je gagne? Pourquoi ne me donne-t-on rien? Potapitch, Marthe, où sont-ils donc? Et les nôtres? Potapitch, Potapitch. Grand-mère, 1 minute, dis-je doucement. Potapitch a dû rester près de la porte. On ne le laissera pas entrer ici. Regardez, grand-mère, on vous donne l'argent, prenez-le. On lui jeta un pesant rouleau de 50 Frédéric enveloppé dans du papier bleu, et en lui en comptant encore 20, je tirai cet or avec un râteau et le plaçai devant elle. Faites le jeu, messieurs, rien ne va plus. Le croupier invitait les joueurs, il se prépara à faire tourner la roue.
Mon Dieu, il est trop tard, la bille va être lancée. Mise vite, place l'argent, s'inquiéta la grand-mère. Ne l'embine pas, plus vite. Elle était hors d'elle et me poussait de toutes ses forces. Sur quoi, grand-mère? Sur zéro, toujours sur zéro, mais le maximum. Combien avons-nous? 70 Frédéric, pas de quartier. Place 20 Frédéric à chaque coup. Vous n'y pensez pas, grand-mère. Il arrive que le zéro ne sorte qu'après 200 coups. Je vous en supplie, vous allez perdre tout votre capital. Tais-toi donc et place. Tu me rebats les oreilles, je sais ce que je fais. Elle se mit à trembler d'excitation. Le règlement ne me permet pas de mettre plus de 12 Frédéric sur zéro à la fois, grand-mère. Voilà, ils sont en place. Comment ça? On ne permet pas. Mais tu racontes des histoires. Moussier, Moussier. Elle poussa le croupier qui se trouvait à sa gauche et qui s'apprêtait à faire tourner la roulette. Combien à zéro? 12? Je m'empressai de traduire la question. Oui, madame, confirma-t-il poliment, de même qu'une mise individuelle ne doit pas dépasser 4000 florins. C'est le règlement, ajouta-t-il pour plus de clarté. Ah, il n'y a rien à faire. Mais en 12. Le jeu est fait, cria le croupier. La roue tourna, le 13 sortit, nous avions perdu. Encore, continue, criait la grand-mère. Je n'objectai plus, et plaçai encore 12 Frédéric en haussant les épaules. La roulette tourna longtemps, la grand-mère en tremblait, fascinée. S'imagine-t-elle vraiment pouvoir gagner sur le zéro encore une fois, me demandai-je en l'observant avec étonnement. Son visage rayonnait de conviction, elle s'attendait indubitablement à ce qu'on criât zéro. La bille sauta dans une case. « Zéro !» cria le croupier. « Hein ?» s'exclama la grand-mère avec la frénésie du triomphe. À ce moment précis, je compris que j'étais un joueur. Mes mains, mes pieds tremblaient, ma tête bourdonnait. Que le zéro sortit 3 fois en quelques 10 coups était évidemment un fait rare, mais cela n'avait rien d'extraordinaire. J'avais vu avant-hier le zéro sortir 3 fois de suite. Un joueur qui notait consciencieusement chaque coup déclara à haute voix que la veille même le zéro n'était sorti qu'une seule fois toute la journée. La grand-mère avait réalisé le plus gros gain de la table. Elle fut l'objet d'un respect particulier quand on lui remit son dû. Elle touchait exactement 420 Frédéric, c'est-à-dire 4000 florins et 20 Frédéric, ceci en or, cela en billets. Elle n'appela pas Potapitch cette fois-ci. Elle avait autre chose en tête. Elle ne me poussait plus, elle ne tremblait plus extérieurement. Elle avait, pour ainsi dire, un frémissement intérieur. Tout son être était tendu vers un but. « Alexei Ivanovitch, il a bien dit qu'on ne pouvait mettre que 4000 florins d'un coup. Tiens, prends ça, mets les 4000 sur le rouge. » Il était inutile de discuter. La roue fut lancée. « Rouge » annonça le croupier. Elle avait encore gagné 4000 florins, donc 8000 en tout. « Donne ces 4000 et remets les autres sur le rouge » commanda la grand-mère. Je m'exécutai. « Rouge » annonça le croupier. 12 000 au total, passe-les par ici. Verse les pièces dans le porte-monnaie et mets les billets de côté. C'en est assez maintenant, allez, tirez mon fauteuil. Je poussai un cri. « Eh bien, qu'y a-t-il donc » demanda-t-elle d'une voix étrange. Elle était pâle, le regard sombre. « Comment, qu'y a-t-il donc, vous, ici, chez moi ?»« Quand je viens tout entière, selon mon habitude. Vous allez voir, allumez la bougie. » J'allumai. Elle se leva, s'approcha de la table et plaça devant moi une lettre décachetée. « Lisez, ordonna-t-elle. »« Mais c'est l'écriture de Desgrieux, m'écriai-je en saisissant la lettre. J'avais les mains tremblantes, les lignes dansaient devant mes yeux. J'ai oublié les termes exacts, mais voici le contenu, sinon mot pour mot, du moins en substance. Mademoiselle, des circonstances fâcheuses m'obligent à partir sans tarder. Vous n'aurez certainement pas manqué de remarquer que c'est à dessein que j'évitais une explication définitive avec vous avant que toutes les circonstances n'apparussent clairement. L'arrivée de la vieille dame, votre parente, et sa conduite ridicule ont mis fin à toutes mes incertitudes. Mes propres affaires sont en désordre, elles m'interdisent désormais de nourrir les douces espérances dont je m'étais permis quelque temps de me bercer. Je déplore ce qui s'est passé, mais j'ai le ferme espoir que dans ma conduite, vous ne trouverez rien qui ne soit digne d'un gentilhomme et d'un honnête homme. Ayant perdu presque toute ma fortune à régler les dettes de votre beau-père, je me trouve dans la nécessité extrême de mettre à profit ce qui me reste. J'ai déjà fait savoir à mes amis de Pétersbourg qu'ils ont à procéder immédiatement à la vente des biens dont je détiens l'hypothèque. Sachant néanmoins que votre beau-père, par sa légèreté, a dissipé également votre fortune personnelle, j'ai décidé de lui faire grâce de 50 000 francs et je lui rends, pour cette somme, une partie des lettres de gage. Vous aurez ainsi la possibilité de recouvrer tout ce que vous avez perdu en réclamant votre bien par voie judiciaire. J'espère, mademoiselle, que dans l'état actuel des choses, mon procédé vous sera en tout point avantageux. J'espère aussi qu'en agissant ainsi, j'accomplis mon devoir d'honnête et de galant homme. Soyez assuré que votre souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur.
Eh bien, c'est parfaitement clair, dis-je à Pauline. Vous attendiez-vous à autre chose ajoutai-je avec indignation. Je n'attendais rien, répondit-elle avec un calme apparent, mais quelque chose tremblait dans sa voix. Je suis édifié depuis longtemps. Je lisais ses pensées, j'ai appris ce qu'il croyait. Il était persuadé que je cherchais, que j'insisterais. Elle ne finit pas sa phrase et se mordit la lèvre. Exprès, j'ai redoublé de mépris envers lui, reprit-elle. J'attendais ce qu'il allait faire. Si le fameux télégramme annonçant l'héritage était arrivé, je lui aurais flanqué au visage la dette de mon idiot de beau-père, puis je l'aurais chassé. Il y a longtemps, si longtemps que je le hais. Oh, avant c'était un tout autre homme, 1000 fois différent. Mais maintenant... Oh, quelle joie ce serait pour moi de lui jeter ces 50 000 francs dans sa face abjecte, de lui cracher dessus et d'étaler ce crachat sur toute sa figure. Mais cette lettre de gage, cette hypothèque de 50 000 francs, elle est chez le général? Prenez-la et rendez-la à Desgrieux. Oh, c'est pas du tout la même chose, du tout. Oui, vous avez raison, ce n'est pas la même chose. Du reste, le général n'est plus bon à rien maintenant. Et la grand-mère, m'écriai-je tout à coup. Pauline me regarda d'un air à la fois distrait et impatient. Quoi, la grand-mère, dit-elle avec humeur. Je ne pense pas aller chez elle et je ne veux demander pardon à personne, ajouta-t-elle avec impatience. Que faire alors? Comment avez-vous pu aimer Desgrieux? Oh, le salaud! Voulez-vous que je le tue en duel? Où est-il maintenant? Il est à Francfort, il y passera 3 jours. Un mot de vous et je pars demain par le premier train, m'écriai-je avec un enthousiasme ridicule. Elle se mit à rire. Il pourrait bien vous dire, rendez-moi les 50 000 francs d'abord. Et pourquoi se battrait-il avec vous? Quelle absurdité! Hein? Comment faire alors? Où prendre ces 50 000 francs, répétai-je en grinçant des dents, comme s'il était possible de les trouver subitement sous mes pieds. Et monsieur Astley, lui demandai-je. Une idée étrange se formait dans mon esprit. Les yeux de Pauline étincelèrent. Alors, c'est toi qui veux que je te quitte pour rejoindre cet Anglais, proféra-t-elle en me perçant de son regard. Elle avait un sourire amer. C'était la première fois de sa vie qu'elle me tutoyait. À ce moment, la tête dut lui tourner d'émotion. Elle s'assit brusquement sur le canapé, comme épuisée. Ce fut un coup de foudre. Voici presque un mois que je n'ai pas touché à ces notes. J'avais commencé à écrire sous l'influence d'impressions fortes, quoique désordonnées. La catastrophe que je pressentais alors est arrivée, mais elle a été 100 fois plus brutale que je ne l'imaginais. Ce fut étrange, horrible, tragique même, du moins en ce qui me concerne. Certains des événements que je subis étaient presque miraculeux. En tout cas, c'est ainsi qu'ils m'apparaissent, jusqu'à présent, quoique d'un autre point de vue, et surtout en tenant compte du maelstrom dans lequel je me débattais alors, il sortait quelque peu de l'ordinaire. Mais ce qui me paraît le plus miraculeux, c'est mon attitude devant tous ces événements. Jusqu'à présent, je ne comprends pas moi-même, et tout cela est passé comme un rêve, même ma passion. Elle était pourtant forte et sincère, mais où est-elle maintenant ? Vraiment, de temps à autre, une idée surgit. Est-ce que je ne suis pas devenu fou alors? N'aurais-je pas passé tout ce temps dans quelque asile d'aliénés? Peut-être y suis-je encore en ce moment même. Et ainsi, tout cela n'était qu'une illusion, et ce n'est toujours qu'une illusion. J'ai rassemblé et relu mes pages, qui sait? Peut-être l'ai-je fait pour savoir si je les avais écrites dans une maison de fous. Maintenant, je suis seul, tout seul. L'automne approche, les feuilles jaunissent, je suis là dans cette petite ville si triste. Oh, combien mornes peuvent être les petites villes allemandes. Et au lieu de réfléchir à ce que je vais faire, je vis sous l'influence de sensations à peine dissipées, de souvenirs encore vivaces, sous l'effet du récent cyclone qui m'avait emporté, il n'y a pas longtemps, dans son tourbillon, et qui m'a de nouveau rejeté sur quelques rives. Il me semble parfois que je tourne encore dans ce même tourbillon, que cette tempête va se déchaîner à l'instant, qu'elle va me happer de son aile au passage, et que je vais encore une fois être projeté au-delà de l'ordre et de la mesure, et que je vais tournoyer. Il se peut d'ailleurs que je m'arrête d'une façon ou d'une autre et que je cesse de tournoyer si je rends un compte aussi exact que possible de tout ce qui est arrivé durant ce mois. J'éprouve de nouveau l'envie de prendre la plume. D'ailleurs, pour tuer le temps, j'emprunte à la minable bibliothèque locale des romans de Paul de Kock, dans la traduction allemande, ces romans que je déteste presque et que pourtant je lis, et je m'étonne moi-même, aurais-je peur qu'un livre intéressant ou une occupation sérieuse fisse évaporer le charme du passé si proche? Serait-il donc si cher, ce songe affreux et toutes les impressions qu'il a laissées?
que j'en arrive à craindre que la moindre nouveauté n'y apporte atteinte et ne les dissipe en fumée. Est-ce que j'y tiens à ce point? Oui, certes, j'y tiens. Dans 40 ans, peut-être, m'en souviendrai-je encore. Je reprends donc. D'ailleurs, le récit peut devenir en partie plus bref maintenant. Les impressions ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. D'abord pour en finir avec la grand-mère. Le lendemain, elle perdit tout, mais tout. C'était fatal. Une fois engagée dans cette voie, les gens comme elle glissent de plus en plus vite, telle une luge qui dévale une pente enneigée. Elle avait joué toute la journée jusqu'à 8 heures du soir. Je n'y étais pas, on me l'a raconté. Potapitch resta tout le temps à ses côtés. Les Polonais qui dirigeaient son jeu se relayèrent plusieurs fois. Elle commença par chasser celui qu'elle avait tiré par les cheveux la veille et en choisit un autre. Il fut presque pire. Elle le renvoya et reprit le premier qui s'était maintenu dans les parages de son fauteuil durant toute sa période de proscription, se poussant la tête en avant de temps à autre. Finalement, la grand-mère fut prise d'un véritable désespoir. Le second banni ne voulut pas s'en aller non plus. L'un se posta à droite, l'autre à gauche. Ils ne cessèrent de se chamailler au sujet des mises et des combinaisons, en se traitant mutuellement de baïdak, canaille et autres amabilités polonaises. Puis ils faisaient la paix, jetaient l'argent au hasard et manœuvraient dans l'anarchie. Pendant leur dispute, ils jouaient chacun pour soi, par exemple l'un sur rouge, l'autre sur noir. Ils finirent par lui donner le vertige. En désespoir de cause, pleurant presque, la grand-mère implora un croupier chenu de la protéger et de les passer. Ils furent effectivement expulsés sur le champ, malgré leurs plaintes et vociférations. Ils criaient à qui mieux mieux en affirmant que c'était la grand-mère qui leur devait de l'argent, qu'elle les avait roulés et qu'elle s'était montrée malhonnête envers eux. L'infortuné Potapitch m'avait raconté cela, les larmes aux yeux, le même soir après le désastre final. Les Polonais se bourraient les poches d'argent, gémissait-il. Ils l'avaient bien vu, ils volaient effrontément et empochaient à chaque instant. Par exemple, l'un d'eux extorquait à la grand-mère 5 Frédéric pour sa peine et il les plaçait immédiatement à côté de la mise de la grand-mère. Celle-ci gagnait, et lui, il glapissait que c'était sa mise et que la grand-mère avait perdu. Lorsqu'on les chassa, Potapitch intervint en déclarant qu'ils avaient les poches pleines d'or. La grand-mère pria le croupier d'agir en conséquence, et en dépit de leurs cris, on aurait dit 2 coqs attrapés par la queue. La police survint et retourna leur poche. Le contenu fut remis à la grand-mère. Avant sa perte totale, elle en avait imposé au croupier et à la direction du casino. Sa renommée s'était peu à peu répandue dans toute la ville. Des curistes de toute nationalité, menus frettins ou seigneurs, affluaient au spectacle d'une vieille comtesse russe tombée en enfance, qui avait déjà perdu plusieurs millions. Mais le départ des 2 Polonais ne profita guère à la grand-mère. Un 3e Polonais surgit aussitôt pour se mettre à sa disposition. Celui-ci parlait parfaitement le russe, il était vêtu comme un gentleman, mais n'en avait pas moins l'allure d'un laquais. Il avait de grandes moustaches et beaucoup de fierté. Lui aussi baisait les pieds de la dame et s'étendait là même. Mais il se montrait arrogant envers les autres joueurs, se comportait en maître absolu de la situation. Bref, il s'imposa immédiatement, non pas en serviteur, mais en despote de la grand-mère. À chaque coup, il lui affirmait en jurant ses grands dieux qu'il était un homme d'honneur et qu'il ne se permettrait jamais de prendre un sou de son argent. Il le répéta si souvent que la grand-mère finit par en éprouver une crainte réelle. Mais comme ce Polonais au début semblait avoir rétabli la situation par des mises heureuses, la grand-mère n'osa plus le renvoyer. 1 heure plus tard, les 2 premiers Polonais qu'on avait expulsés reparurent derrière le fauteuil de la grand-mère et offrirent d'heureux chefs leur service, ne fût-ce que pour de simples courses. Potapitch m'a juré que le Polonais d'honneur leur clignait de l'œil et leur faufilait même quelque chose. Comme la grand-mère n'avait rien mangé et ne s'était pour ainsi dire pas éloigné de la table, un des Polonais se rendit tout de même utile. Il alla au restaurant du casino et en rapporta d'abord une tasse de bouillon puis du thé. Ils coururent d'ailleurs à 2. Mais vers la fin de la journée, quand on ne put plus douter qu'elle allait perdre son dernier billet, il y avait derrière son fauteuil une demi-douzaine de Polonais dont personne n'avait jamais entendu parler. Enfin, quand elle en fut à ses dernières pièces, non seulement ils ne l'écoutaient plus, mais ils ne faisaient même plus attention à elle. Ils passaient leurs mains par-dessus son épaule pour rafler l'argent sur la table, misaient comme bon leur semblait, se disputaient, vociféraient, et s'adressaient à l'homme d'honneur d'égal à égal. Du reste, celui-ci avait à peu près complètement oublié l'existence de la grand-mère. Et même à 8 heures du soir, lorsque l'on ramenait celle-ci complètement déplumée à l'hôtel, il se trouva encore 3 ou 4 Polonais qui ne pouvaient pas se résoudre à la lâcher, et qui couraient de chaque côté de son fauteuil en glapissant à tue-tête et en jurant à perdre haleine que la grand-mère les avait roulés et qu'elle leur était redevable d'une certaine somme. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à l'hôtel, d'où l'on finit par les chasser par la force. D'après les calculs de Potapitch,
La grand-mère avait perdu ce jour-là près de 90 000 roubles, sans compter l'argent de la veille. Toutes ses valeurs, obligations, rentes sur l'État, toutes les actions qu'elle avait emportées avaient été converties les unes après les autres. Je fus stupéfait qu'elle eût pu rester 7 à 8 heures d'affilée dans son fauteuil, sans s'éloigner de la table. Mais Potapitch me dit que par 3 fois elle avait recommencé à gagner de très fortes sommes. Régénérée par un nouvel espoir, il n'était plus question qu'elle quittât le jeu. Les joueurs savent bien qu'on peut rester sur place pendant 24 heures sans détourner les yeux des cartes. Entre-temps, des choses assez décisives se passaient aussi à l'hôtel. Le matin, vers 11 heures, la grand-mère était encore chez elle. Le général et des Grieux résolurent de tenter une suprême démarche. Ayant appris que, loin de partir, elle s'apprêtait à revenir au casino, notre groupe s'assembla d'abord en conclave, sans Pauline, puis descendit chez la grand-mère pour s'expliquer définitivement et même franchement. Le général, qui était agité de tics et qui avait des palpitations de cœur devant la perspective de conséquences funestes pour lui, en arriva même à des extrémités. Après une demi-heure de prière et de supplication, ayant même tout avoué, ses dettes et jusqu'à son amour passionné pour Mademoiselle Blanche, il avait complètement perdu la tête. Il prit brusquement un ton menaçant, se mit à pousser des clameurs et à taper du pied. Il criait qu'elle déshonorait leur nom, qu'elle était le scandale de toute la ville, et enfin, vous jetez la honte sur notre pays, madame. Pour ce genre de choses, il y a la police. Et la grand-mère le chassa finalement à coups de canne. Une vraie. Le général et les Grieux tinrent conseil encore 1 ou 2 fois pendant cette matinée. Ils se demandaient s'il n'y avait pas vraiment un moyen de faire intervenir la police. Voilà une malheureuse vieille, d'ailleurs parfaitement honorable, mais qui avait perdu la raison, qui se ruinait au jeu, etc. Bref, ne pourrait-on pas obtenir une surveillance ou une interdiction ? Mais des Grieux haussait les épaules et riait au nez au général, qui ne savait plus ce qu'il disait et qui courait de long en large dans son cabinet. Enfin, des Grieux, dégoûté, disparut. On apprit le même soir qu'il avait quitté l'hôtel pour de bon après une conversation décisive et mystérieuse avec Mademoiselle Blanche. Quant à celle-ci, elle avait pris dès le matin des mesures précises. Elle avait envoyé promener le général et lui avait même défendu de paraître devant elle. Lorsqu'elle courut la retrouver au casino et l'aperçut au bras du prince, les 2 femmes, Blanche et Madame Veuve de Comminges, firent semblant de ne pas le reconnaître. Le prince ne le salua pas non plus. Durant toute cette journée, Mademoiselle Blanche s'efforça auprès de celui-ci afin qu'il se déclarât une fois pour toutes. Mais, hélas, cruel déconvenu, cette catastrophe mineure survint le soir. On apprit que le prince était pauvre comme Job et qu'il comptait sur elle-même pour lui emprunter de l'argent et tâter de la roulette. Blanche le mit à la porte avec indignation et s'enferma dans sa chambre. Le matin de ce même jour, je me rendis chez M. Astley, ou plus exactement, je passai la matinée à chercher M. Astley sans y parvenir. Il n'était pas à son hôtel, ni au casino, ni dans le parc. Il n'avait pas déjeuné à l'hôtel, et tout à coup, vers 5 heures, je le vis sortir de la gare et se diriger vers l'hôtel d'Angleterre. Il était pressé, paraissait fort préoccupé, bien qu'il ne soit pas facile de discerner un signe de trouble sur son visage. Il me tendit gaiement la main en prononçant son habituel « Ah !» sans s'arrêter. Son pas était assez rapide, je le suivis, mais il s'ingénia à me parler de façon telle que je ne pus lui poser une seule question. De plus, je ne sais pourquoi, un sentiment de pudeur m'empêchait de lui parler de Pauline. Lui-même n'en souffla mot. Je lui parlais de grand-mère. Il m'écouta attentivement et gravement, puis il haussa les épaules. « Elle va tout perdre, dis-je. »« Oh oui, » répondit-il. Elle se dirigeait vers le casino, tantôt, lorsque je me préparais à partir, et je savais qu'elle allait perdre. Je passerai au casino si j'en ai le temps, ce sera intéressant. « Où avez-vous été » m'écriai-je étonné moi-même de ne pas lui avoir posé la question plus tôt. « À Francfort. Pour affaire ?»« Oui, pour affaire. » À quoi bon insister ? Je continuais pourtant à marcher à côté de lui, quand il tourna brusquement vers l'hôtel des 4 Saisons qui se trouvait sur notre chemin. Il me fit un signe de tête et disparut. En rentrant chez moi, je finis par me rendre compte que même si nous avions bavardé pendant 2 heures, je n'aurais rien appris de lui parce que je n'avais pas de questions à lui poser. Oui, c'était bien ça, je n'aurais pas été capable de la formuler. Toute la journée, Pauline s'était promenée dans le parc avec la bonne et les enfants, puis elle était demeurée dans sa chambre. Depuis longtemps, je l'avais remarqué, elle évitait le général et ne lui parlait presque pas, du moins de choses sérieuses. Mais étant donné la situation où il se trouvait aujourd'hui, je pensais qu'elle ne pourrait pas lui échapper. C'est-à-dire qu'une explication sur de graves questions de famille était entre eux inévitable. Cependant, lorsque je rentrais à l'hôtel après ma conversation avec M. Astley, je rencontrai Pauline avec les enfants. Son visage était parfaitement serein, comme si les tempêtes de la famille l'avaient seule épargnée. Elle répondit à mon salut par un signe de tête. Je revins furieux dans ma chambre. Certes, j'avais évité de lui parler
et je ne m'étais pas une seule fois entretenu avec elle depuis l'incident des Vermenschelm. Il faut dire que je plastronnais un peu et je jouais la comédie. Mais à mesure que le temps passait, je sentais monter en moi une indignation grandissante. Même si elle n'avait aucune affection pour moi, elle n'avait pas le droit, après tout, de bafouer à ce point mes sentiments et d'opposer un tel dédain à mes aveux. Elle sait bien que je l'aime d'un vrai amour. Elle-même avait accepté, permis de lui parler comme je l'avais fait. Il est vrai que le début avait été assez étrange. Ce n'était pas d'hier. Il y avait 2 mois déjà que j'avais remarqué qu'elle voulait faire de moi un ami, un confident, qu'elle s'y était même essayée jusqu'à un certain point. Mais je ne sais pourquoi nous n'y étions pas alors parvenus. Et ces relations bizarres s'étaient établies et maintenues. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à lui tenir un tel langage. Mais si mon amour lui répugne, pourquoi ne pas m'interdire simplement de lui en parler? Elle ne me le défend pas, elle me pousse parfois elle-même à lui dire, et elle le fait bien, bien entendu, pour en rire. Je le sais pertinemment, je l'ai constaté. Après m'avoir écouté et irrité jusqu'à la souffrance, elle prend plaisir à me frapper d'un grand coup de mépris et d'indifférence. Et elle sait bien que je ne peux pas vivre sans elle. 3 jours se sont écoulés depuis l'incident avec le baron, et je ne puis supporter notre séparation. Quand je l'ai rencontrée tout à l'heure près du casino, mon cœur a battu si fort que j'ai pâli. Au fond, elle-même ne pourra pas se passer de moi, elle a besoin de moi. Mais est-ce seulement comme du pitre Balakiref? Elle a un secret, cela est certain. Sa conversation avec la grand-mère m'a profondément peiné. Ne l'avais-je pas 1000 fois incité à être franche avec moi? Ne sait-elle pas que je donnerais réellement ma vie pour elle? Or, elle s'est toujours débarrassée de moi, tantôt presque par du mépris, tantôt en exigeant de moi, au lieu du sacrifice de ma vie, un coup de tête dans le genre de l'épisode avec le baron. N'est-ce pas révoltant? Est-il possible que l'univers entier soit réduit pour elle à ce Français? Et Monsieur Astley... Alors là, je n'y comprenais plus rien du tout. Cependant, oh Dieu, comme je souffrais. Rentré chez moi, je fus pris d'un accès de rage, je pris ma plume et griffonnai ce qui suit. Pauline Alexandrovna, je vois clairement que le dénouement approche, il vous affectera sûrement, vous aussi. Pour la dernière fois, je vous demande, oui ou non, avez-vous besoin de ma vie? Si c'est oui, disposez de moi, ne serait-ce que pour n'importe quoi. Pour le moment, je reste dans ma chambre, en tout cas la plupart du temps, et je ne compte pas partir. En cas de besoin, écrivez-moi ou appelez-moi. Je cachetai ce billet et le confiai au garçon d'étage en lui recommandant de le remettre en main propre. Je n'attendais pas de réponse, mais 3 minutes plus tard, le garçon revint pour m'annoncer que mademoiselle m'envoyait ses salutations. Entre 6 et 7, je fus convoqué chez le général. Je le trouvai dans son cabinet en tenue de ville, prêt à sortir, son chapeau et sa canne sur le canapé. Il me sembla qu'il se tenait debout au milieu de la pièce, les jambes écartées, tête basse, et qu'il se parlait à lui-même. À peine m'eut-il aperçu qu'il se précipita vers moi, presque en criant, de sorte que mon premier mouvement fut pour reculer et prendre la fuite. Mais il me saisit les mains et m'entraîna vers le canapé, où il s'assit après m'avoir installé dans un fauteuil en face de lui. Sans relâcher son étreinte, les lèvres tremblantes, avec des larmes qui brillèrent soudain à ses cils, il me dit d'une voix suppliante « Alexis Ivanovitch, sauvez-moi par pitié !» Je fus longtemps sans rien pouvoir comprendre. C'était un flot ininterrompu de paroles où revenait sans cesse « Par pitié, par pitié !» Enfin, je discernai qu'il attendait de moi quelque chose comme un conseil, ou plutôt, abandonné de tout, s'il s'était souvenu dans son angoisse et sa détresse de ma personne, et il ne m'avait fait venir que pour pouvoir parler. Il était fou, ou pour le moins tout à fait égaré. Il joignait les mains. Il était prêt à se mettre à genoux devant moi, et tout cela pourquoi? Je vous le donne en 1000, pour que je me rendisse incontinent auprès de mademoiselle Blanche et que je la suppliasse et la convainquisse de revenir à lui et de l'épouser. De grâce, mon général, m'écriai-je, mademoiselle Blanche n'a peut-être pas encore remarqué que j'existe. Que pourrais-je faire, moi? Mais il était inutile de discuter. Il ne comprenait plus ce qu'on lui disait. Il se lança aussitôt dans des propos incohérents sur la grand-mère. Il s'accrochait encore à l'idée de faire intervenir la police. « Chez nous, clamait-il en éclatant brusquement d'indignation en un mot, « chez nous, dans un pays bien ordonné, où les autorités existent, des vieilles de ce genre seraient placées immédiatement sous tutelle. Parfaitement, mon cher monsieur, parfaitement, continua-t-il en passant à l'admonestation véhémente. Il avait sauté sur ses pieds et il arpentait la pièce.
Vous ne le saviez pas encore, mon cher monsieur, s'adressa-t-il à un cher monsieur imaginaire dans un coin. Alors sachez-le parfaitement, chez nous, des vieilles de ce genre-là, on les mate, on les fait filer doux parfaitement, filer doux. Oh, mon Dieu! Et il se rejetait sur le canapé, puis un instant plus tard, en sanglotant presque, hors d'haleine, il m'exposait en long et en large que la seule raison pour laquelle mademoiselle Blanche lui refusait sa main était l'arrivée de la grand-mère au lieu du télégramme, et que dès lors il ne faisait plus de doute qu'il ne pouvait pas toucher l'héritage. Il croyait m'apprendre quelque chose de nouveau. Je prononçai le nom de Desgrieux, il ne fit qu'un geste de la main. Il est parti. Il a une hypothèque sur tout ce que je possède. Je suis nu comme un ver. L'argent que vous avez rapporté, cet argent, qu'en reste-t-il? Environ 700 francs, je crois. Et maintenant, assez, c'est tout. Et ensuite, je ne sais pas. Comment réglerez-vous la note de l'hôtel, m'écriai-je avec saisissement. Et comment ferez-vous après? Il prit un air méditatif. Je crois qu'il n'avait pas compris ma question. Peut-être ne l'avait-il même pas entendue. J'essayai d'amener la conversation sur Pauline Alexandrovna, sur les enfants. Il répondit précipitamment « Oui, oui ». Puis il se mit à parler du prince, du fait que Blanche allait partir avec celui-ci, et alors, que me restera-t-il à faire, Alexis Ivanovitch? Au nom du ciel, que me restera-t-il à faire, dites-moi, mais c'est de l'ingratitude. Enfin, il répandit un torrent de larmes. Dans l'état où il se trouvait, je ne pouvais rien. Il était, d'autre part, dangereux de le laisser seul. Il pouvait lui arriver quelque chose. Je parvins néanmoins à le quitter, mais j'avertis la vieille bonne d'enfant et je lui recommandai de le surveiller. En outre, j'en soufflai un mot au garçon d'étage, personnage très éveillé. Lui aussi me promit d'ouvrir l'œil. À peine avais-je regagné ma chambre que Potapitch entra. La grand-mère voulait me voir. Il était 8 heures du soir, elle venait de rentrer du casino après le désastre. Je descendis chez elle. La vieille dame était dans son fauteuil, à bout de force, et apparemment malade. Marthe était en train de lui servir une tasse de thé qu'elle lui fit presque avaler de force. La voix, le ton de la grand-mère n'étaient plus du tout les mêmes. « Bonjour, Alexei Ivanovitch, mon ami, dit-elle lentement, gravement, en inclinant la tête. Pardonnez-moi de vous avoir encore dérangé. Il faut excuser ma vieillesse. Oui, mon ami, j'ai tout laissé là-bas, près de 100 000 roubles. Comme tu as eu raison de ne pas m'avoir accompagné hier. À l'heure où je te parle, je suis complètement démuni d'argent, plus un sou vaillant. Je ne veux pas tarder une minute, je vais prendre le train de 9h30. Un messager est allé de ma part chez ton Anglais, comment se nomme-t-il déjà? Astley, n'est-ce pas? Je lui demande de me prêter 3 000 francs pour une semaine. Alors tâche de le rassurer pour qu'il n'ait pas de fausses idées sur mon compte, pour qu'il ne me refuse pas ce prêt. Je suis encore assez riche, mon ami, j'ai 3 propriétés à la campagne et 2 maisons. De l'argent, j'en trouverai encore, je n'ai pas tout emporté avec moi. Je dis cela afin qu'il n'ait pas quelque doute. Mais le voici en personne, on reconnaît l'honnête homme à distance. Monsieur Astley accourait au premier appel de la grand-mère, très simplement, sans paroles inutiles, et il lui remit 3 000 francs contre un billet qu'elle signa. L'affaire terminée, il salua et sortit. Et maintenant, laisse-moi seul, toi aussi, Alexei Ivanovitch. Il reste un peu plus d'1 heure jusqu'au départ, je voudrais m'étendre un peu. Mes os me font mal. Il ne faut pas en vouloir à la vieille sotte que je suis. Je ne critiquerai plus les jeunes pour leur légèreté. Et à cette heure, il serait injuste de ma part d'accuser aussi ce malheureux général. Je ne lui donnerai pas d'argent, malgré tout, pour la bonne raison qu'il n'est vraiment pas très malin, à mon sens. Mais je ne suis pas plus intelligente que lui, va. En vérité, Dieu exigera des comptes des orgueilleux, même s'ils sont vieux, et il les punira. Allez, au revoir. Ma petite Marthe, soulève-moi. Je tenais néanmoins à accompagner la grand-mère à la gare. De plus, j'étais pour ainsi dire dans l'expectative. J'attendais d'une minute à l'autre quelque événement. Dans ma chambre, je ne tenais pas en place. Je sortais dans le couloir, j'allais même jusqu'à l'allée où j'errais quelques instants. Dans ma lettre, j'avais été précis et catégorique. D'autre part, la catastrophe était là, définitive. J'entendis parler à l'hôtel du départ de Desgrieux. Après tout, si Pauline me repousse en tant qu'amie, peut-être m'acceptera-t-elle en tant que serviteur. Elle a besoin de moi, tout compte fait. Ne fût-ce que pour ses courses, n'est-il pas vrai? À l'heure du départ du train, je me rendis sur le quai de la gare et j'installai la grand-mère et sa suite dans un compartiment réservé. En me faisant ses adieux, elle ajouta « Merci, mon ami, pour ton concours désintéressé
Il ne manque pas de rappeler à Praskovie ce que je lui ai dit hier. Je l'attends. Je rentrais à l'hôtel en passant devant l'appartement du général. Je rencontrai la Nia et l'interrogeai. « Cela ne va pas trop mal, répondit-elle tristement. Je n'en poussai pas moins la porte de son appartement et m'arrêtai stupéfait sur le seuil. Mademoiselle Blanche et le général riaient aux éclats à qui mieux mieux. La veuve Comminges siégeait sur le canapé. Le général, fou de joie, racontait toutes sortes de bêtises et partait d'un long rire nerveux qui lui plissait le visage en une multitude de petites rides et lui escamotait les yeux. J'appris plus tard, de la bouche même de Blanche, qu'après avoir chassé le prince, elle avait été informée du désespoir du général et elle avait eu la fantaisie de venir une minute le consoler. Mais le pauvre général ne se doutait pas que son sort était dès lors décidé et que Blanche avait déjà commencé à faire ses valises pour s'envoler par le premier train du matin pour Paris. Après être demeuré quelques instants sur le seuil du cabinet, je changeai d'idée et ressortis sans me faire remarquer. Je remontai chez moi, j'ouvris la porte. Dans la pénombre, j'aperçus une silhouette assise sur une chaise dans le coin près de la fenêtre. Elle ne bougea pas à mon entrée. Je m'approchai rapidement et j'en perdis le souffle. C'était Pauline. La grand-mère était d'humeur impatiente et irritée. Visiblement, elle n'avait que le jeu en tête. Elle était indifférente à tout le reste et fort distraite. Pendant le trajet, par exemple, elle ne me harcela pas de questions contrairement à ce qu'elle avait fait le matin. Apercevant une calèche somptueuse qui nous dépassa à toute allure, elle leva la main et demanda qui est-ce et ne parut pas entendre ma réponse. Elle était plongée dans ses pensées, mais des gestes d'impatience et des secousses de tout son corps interrompaient constamment sa méditation. Lorsqu'en approchant du Kursaal, je lui montrai de loin le baron et la baronne Vermantschelm, elle regarda machinalement dans leur direction, fit un « ah » d'indifférence, et se retournant vivement vers Potapitch et Marthe qui suivaient, elle leur lança sèchement « Qu'avez-vous donc à me suivre partout? Je ne veux pas vous avoir chaque fois à mes trousses. Rentrez à l'hôtel. » « Tu me suffis, ajouta-t-elle lorsqu'ils se furent retirés après l'avoir précipitamment salué. La grand-mère était déjà attendue au casino. On l'installa immédiatement à la même place, à côté du croupier. Je crois que ces croupiers toujours si dignes qui font figure de simples fonctionnaires, à peu près indifférents au sort de la banque, sont au contraire loin de l'être lorsqu'elle perd. Ils sont naturellement nantis d'un certain nombre d'instructions pour attirer les joueurs dans l'intérêt supérieur des finances de la maison. Ce pourquoi ils touchent indubitablement primes et gratifications. En tout cas, on considérait déjà la grand-mère comme une victime désignée. Ensuite, tout se passa selon les prévisions de notre trio. Voilà comment. La grand-mère se jeta sur le 0 en m'intimant l'ordre de miser 12 Frédéric à chaque coup. Nous jouâmes ainsi 3 fois. Le 0 ne voulut pas sortir. « Vas-y, continue » répétait-elle en me bousculant dans son impatience. J'obéissais. « Combien de fois avons-nous misé » demanda-t-elle enfin en grinçant des dents. « Déjà 12 fois, grand-mère. Nous avons perdu 144, Frédéric. Je vous l'ai déjà dit. Il se pourrait que jusqu'à ce soir... »« Et toi » interrompit-elle. « Mise sur 0 et mets en même temps 1000 florins sur rouge. Tiens, voilà le billet. » Le rouge sortit, mais le 0 rata. On nous rendit 1000 florins. « Tu vois » balbutiait la grand-mère. « Nous avons presque récupéré le montant des pertes. Continue à miser sur 0. Nous l'essaierons 10 fois et puis nous cesserons. » Après le 5e coup, la grand-mère en eut assez. « Envoie-le donc au diable ce 0 de malheur. Tiens, mise ces 4000 florins sur rouge. » Non, grand-mère, c'est trop. Et si le rouge ne sort pas, suppliai-je. Mais elle faillit me battre. D'ailleurs, sa façon de me pousser équivalait à des coups. Rien à faire, je dus miser les 4000 florins gagnés le matin sur rouge. La roue tourna, la grand-mère semblait calme et se tenait toute droite dans sa fierté, dans sa certitude de gagner. 0, annonça le croupier. La grand-mère ne comprit pas tout d'abord, mais lorsqu'elle vit que le croupier ramassait non seulement ses 4000 florins, mais aussi tout l'argent qui se trouvait sur le tapis, lorsqu'elle comprit que le 0 qui n'était pas sorti depuis si longtemps et qui nous avait coûté presque 200 Frédéric venait de gagner comme exprès, à peine l'avait-elle injurié et abandonné, elle poussa une exclamation qu'on entendit dans toute la salle et frappa ses mains l'une contre l'autre. Autour de nous, on riait. « Grand Dieu !» gémissait-elle, « et c'est maintenant qu'il sort, ce damné 0, qu'il soit maudit, et c'est ta faute, m'attaqua-t-elle férocement en me bousculant. « C'est toi qui me l'as déconseillé. » Grand-mère, je voulais vous faire entendre raison, je ne puis quand même pas répondre de toutes les chances. Ose encore me parler de chance, siffla-t-elle menaçante. Va-t'en, je ne veux plus te voir.
Adieu, grand-mère, dis-je, prête à partir. Alexei Ivanovitch, reste, où vas-tu? C'est bon, le voilà qui se fâche, imbécile. Allons, reste encore un peu. Ne te fâche pas, moi-même, je ne suis qu'une imbécile. Alors dis-moi ce qu'il faut faire maintenant. Grand-mère, je refuse absolument de vous donner des conseils, car vous allez vous en prendre à moi. Jouez seul et je placerai les mises suivant vos ordres. Bon. Alors, mets encore 4000 florins sur rouge. Voilà mon portefeuille, prends-le. Elle le sortit de sa poche et me le tendit. Prends-le, et plus vite que ça, il y a là 20 000 roubles en billets. Grand-mère, balbutiai-je, de si grosses sommes, que je meurs si je ne me refais pas mise. Nous misâmes, nous perdîmes. Continue, mise toujours, mets les 8 000, mais le règlement l'interdit, on ne peut miser que 4 au maximum. Alors mets en 4. Cette fois, nous gagnâmes, la grand-mère reprit courage. Tu vois, bouscula-t-elle, mets en 4 encore. Nous misâmes, nous perdîmes, puis 2 fois encore nous perdîmes. Je lui annonçai que les 12 000 avaient été nettoyés. « Je le vois bien que tout est nettoyé, dit-elle avec le calme de la fureur, pour ainsi dire. Je le vois bien, balbutiait-elle en regardant fixement devant elle, et en réfléchissant. Tant pis, que la mort me saisisse, mais mise encore 4000 florins. Mais grand-mère, il n'y a plus d'argent liquide, le portefeuille ne contient plus que des obligations à 5% et quelques chèques, mais plus d'argent. Et dans le porte-monnaie? Un peu de menu monnaie, grand-mère. Y a-t-il par ici des bureaux de change? On m'avait bien dit qu'on pouvait changer toutes nos valeurs, demanda-t-elle tout à fait décidée. Oh, il y en a tant que vous voulez, mais est-ce que vous allez perdre au change? Même un usurier juif en serait horrifié. Tu dis des bêtises. Je me rattraperai, allons-y. Appelle donc ces imbéciles. J'ai écarté son fauteuil de la table. Les porteurs se présentèrent et nous sortîmes du cursal. Plus vite que ça, s'impatientait la grand-mère. Montre le chemin, Alexei Ivanovitch. Allons, au plus proche. C'est encore loin? C'est à 2 pas, grand-mère. Mais au tournant du square, dans l'allée, nous vîmes toute la compagnie, le général, Des-Grieux, mademoiselle Blanche et sa mère. Ils venaient à notre rencontre. Ni Pauline ni M. Asselin n'étaient là. « Allons, qu'on ne s'arrête pas, surtout » cria la grand-mère. « Que vous faut-il encore? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. » Je marchais derrière le fauteuil. Des-Grieux courut vers moi. « Elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné ce matin, et les 12 000 florins qu'elle avait avec elle, lui dis-je dans un souffle. Nous allons de ce pas changer des obligations à 5%. Des-Grieux tapa du pied, s'élança pour annoncer la nouvelle au général. Le fauteuil de la grand-mère continuait à rouler. « Arrêtez là !» me chuchota le général en transe. « Essayez donc !» chuchotai-je à mon tour. « Ma tante, dit-il en s'approchant d'elle, ma tante, nous allions... » Sa voix tremblait, se cassait. « Nous allons louer des chevaux pour faire une excursion. Une vue saisissante, la pointe. Nous venions vous inviter... »« Laisse-moi tranquille avec ta pointe, » maugréa la grand-mère en gesticulant. « Il y a là-bas un village, nous y prendrons le thé, » persistait le général avec accent du désespoir. « Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche, » renchérit Des-Grieux avec férocité. Du lait, de l'herbe fraîche. Tout l'idéal idyllique d'un bourgeois de Paris. C'est là commençait toute sa conception de la nature et de la vérité. « Mais va donc avec ton lait, saoule-toi avec, moi il me fait mal aux tripes. Mais pourquoi vous collez-vous à moi » cria-t-elle. « Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de temps. »« Nous y voilà, grand-mère, annonçai-je, c'est là. » Nous étions arrivés devant une banque. J'allais au change, la grand-mère resta à l'entrée. Des-Grieux, le général et Blanche se tenaient à l'écart, ne sachant trop que faire. La grand-mère les foudroya du regard et ils s'en allèrent vers le casino. On me proposa un taux tellement exorbitant que je ne pus me décider, je revins demander des instructions. « Ah, les bandits !» s'exclama la grand-mère en se frappant les mains. « Enfin, il n'y a rien à faire, change-les, me dit-elle résolument. « Attends, appelle-moi le banquier. »« Un des employés, peut-être, grand-mère. »« Bon, un employé, ça m'est égal. Ah, les bandits !» Le commis daigna sortir lorsqu'il eut appris que la personne qui voulait le voir était une vieille comtesse invalide. La grand-mère se mit à l'accuser d'escroquerie, longuement et vertement, à très haute voix, et à marchander dans un mélange de russe, de français et d'allemand, tandis que j'aidais à la traduction. L'employé, grave, nous considérait tous les deux, et secouait la tête, sans rien dire. Il dévisageait même la grand-mère avec une curiosité telle qu'elle en devenait incorrecte. Enfin, il se mit à sourire. « Eh bien, fiche-moi le camp !» cria la grand-mère, « que mon argent t'étouffe !» Alexei Ivanovitch effectue cette opération avec lui. Nous n'avons pas de temps à perdre, sans cela nous aurions cherché ailleurs. Ce commis affirme qu'ailleurs on donnerait encore moins. Je ne me souviens pas exactement du taux de change, mais il était ruineux. Je touchai 12 000 florins en pièces d'or et en billets. Je pris le compte et je remis le tout à la grand-mère. « Allons, inutile de compter, dit-elle en gesticulant. Vite, maintenant. »
Jamais plus je ne miserai sur ce sacré zéro, sur rouge non plus, affirma-t-elle lorsque nous approchâmes du casino. Cette fois, je m'employai à lui suggérer de risquer le moins possible en l'assurant que nous aurions toujours l'occasion de jouer gros, selon l'allure des chances. Hélas, elle brûlait d'impatience. Au début, elle était d'accord avec mon plan, mais une fois qu'elle eut recommencé à jouer, impossible de la retenir. Dès l'instant où elle avait gagné 10 ou 20 Frédéric, elle me disait « Tu vois, nous avons gagné !» Mais si au lieu de 10 florins, nous avions placé 4000, nous aurions reçu 4000 florins. Tandis que maintenant... Et c'est toute ta faute, oui, c'est ta faute. Malgré le dépit que je ressentais en la regardant jouer, je résolus finalement de me taire et de ne lui donner aucun conseil. Tout à coup apparut Desgrieux. Ils étaient là, tous les trois. Je notai que Mademoiselle Blanche se tenait à l'écart avec maman et minaudait avec le principicule. Le général, visiblement, n'était plus en faveur, il se trouvait presque en disgrâce. Blanche l'ignorait complètement, bien qu'il se démenât auprès d'elle. Le pauvre homme. Il pâlissait, rougissait, palpitait au point de ne plus suivre le jeu de la grand-mère. Blanche et le petit prince sortirent enfin. Le général s'élança à leur suite. « Madame, murmurait Desgrieux d'une voix mielleuse. Il s'était frayé un chemin jusqu'à l'oreille de la grand-mère. Madame, cette mise ne va pas. Non, non, pas possible, dit-il en écorchant le russe. Non. Mais comment alors? Eh bien, montre-moi, lui dit la grand-mère. Desgrieux se mit brusquement à parler français avec volubilité, à donner des conseils. Il s'agitait, disait qu'il fallait attendre la chance, se prit à combiner des chiffres. La grand-mère n'y comprenait rien. Il se tournait sans cesse vers moi pour me faire traduire, il pointait du doigt vers le tapis, montrait quelque chose, enfin il saisit un crayon et commença à faire des calculs sur un papier. La grand-mère perdit patience. « Allons, va-t'en, va-t'en. Ça ne tient pas debout ce que tu racontes. Tu annonces madame, mais tu n'y comprends rien. Allez, va-t'en. » Mais maintenant, susurra Desgrieux qui se relança dans ses démonstrations. Il était dans tous ses états. « Bon, mais une fois son idée, m'ordonna la grand-mère, on verra bien, ça réussira peut-être. » Desgrieux n'avait qu'une idée en tête, éviter que la grand-mère risquât gros. Il proposait de miser sur les numéros séparément et par groupe. Sur ses indications, je plaçais un Frédéric sur chacun des impairs de la première douzaine et 5 Frédéric sur les groupes 12 à 18, 18 à 24. En tout 16 Frédéric. La roue tourna. 0, annonna le croupier. Tout fut ramassé par la banque. Tu n'es qu'un crétin, cria la grand-mère à Desgrieux. Tu n'es qu'un vilain petit français de rien du tout. Avec ça, il se permet de donner des conseils. Le monstre. Va-t'en, va-t'en. Il en goutte et s'en mêle quand même. Desgrieux, piqué au vif, haussa les épaules, lança un regard méprisant à la grand-mère et s'éloigna. Au fond, il avait honte de s'être laissé entraîner, mais cela avait été plus fort que lui. 1 heure plus tard, malgré tous nos efforts, il ne nous restait rien. « Rentrons !» cria la grand-mère. Elle ne desserra pas les lèvres jusqu'à l'allée, mais de là jusqu'à l'hôtel, elle ne retint plus ses exclamations. Quelle sotte peut-on être aussi bête? Oui, je ne suis qu'une vieille sotte. Sitôt arrivée chez elle, bon, je veux du thé, cria-t-elle, et qu'on se prépare immédiatement. Nous partons. Où désirez-vous aller, notre bonne dame? Se hasarda à demander Marthe. Que t'importe, occupe-toi de tes affaires. Potapitch rassemble tout et commence à emballer. Nous rentrons à Moscou. J'ai claqué 15 000 roubles. 15 000 roubles, notre bonne dame, mon Dieu, s'écria Potapitch en battant des mains avec attendrissement, croyant faire plaisir, sans doute. Allons, imbécile! En voilà un qui va se mettre à pleurnicher. Tais-toi! On se prépare, qu'on m'apporte la note, vite, vite! Le premier train ne part qu'à 9h30, grand-mère, lui dis-je, pour calmer son agitation. Et quelle heure est-il maintenant? 7h30. Quel dommage. Enfin, tant pis. Alexei Ivanovitch, je n'ai plus un sou. Voici encore 2 obligations. Va, dépêche-toi de me les changer, sinon je n'ai rien pour le voyage. Je m'en fus. Rentré à l'hôtel une demi-heure plus tard, je trouvais toute la compagnie chez la grand-mère. Sa décision de rentrer à Moscou semblait les frapper bien plus encore que sa perte au jeu. Ce départ sauvait peut-être sa fortune, mais qu'allait-il advenir du général? Qui paierait Desgrieux? Il était évident que Mademoiselle Blanche n'allait plus attendre la mort de la grand-mère et qu'elle était prête à filer avec le principicule ou quelque autre soupirant. Il se tenait devant la vieille, à la consoler, à la raisonner. Pauline n'était toujours pas là. La grand-mère les apostrophait, tous furieusement. « Fichez-moi la paix, vaurien ! De quoi vous mêlez-vous? Que vient-il me fourrer sa barbe de bouc sous le nez » cria-t-elle à Desgrieux. « Et toi, espèce d'oiseau, que me veux-tu » à l'adresse de Mademoiselle Blanche. « Il n'a pas fini de te pavaner devant moi. »« Diantre » chuchota cette dernière, dont les yeux étincelèrent de rage. Soudain, elle éclata de rire et sortit après avoir crié au général. « Elle vivra 100 ans. »« Alors c'est sur ma mort que tu comptes » hurla la grand-mère au général. « Me va-t'en. Alexei Ivanovitch, mets-les tous à la porte. »
Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon argent que j'ai perdu, pas le vôtre. » Le général haussa les épaules, se courba, se retira, suivi de Desgrieux. « Qu'on appelle Prascovie, » intima la grand-mère à Marthe. Au bout de 5 minutes, Marthe revint avec Pauline. Celle-ci était restée dans sa chambre avec les enfants. Elle avait sans doute décidé de ne pas sortir de la journée. Son visage était grave, triste, soucieux. « Prascovie, » dit la grand-mère, « voudrais-tu m'apprendre si ce que je me suis laissé dire récemment est vrai, à savoir que cet imbécile qui est ton beau-père voudrait épouser cette toupie de Française, une actrice sans doute? Ou même pis? Dis-moi, est-ce vrai? » « Je ne peux pas l'affirmer, grand-mère, » répondit Pauline. « Quoique des paroles de mademoiselle Blanche elle-même, qui ne juge pas nécessaire de le cacher, je conclus... Bon, assez, je comprends tout. J'ai toujours cru qu'il en était capable et je l'ai toujours considéré comme l'homme le plus vide et le plus écervelé. Il se donne des airs avec son grade de général. Il a été promu à sa retraite. Il fait le pan. Je sais tout, ma petite, tout, jusqu'aux télégrammes expédiés les uns après les autres à Moscou. Va-t-elle bientôt être dans son cercueil, la vieille? On attendait l'héritage, sans argent. Cette sale créature, comment s'appelle-t-elle donc? Cette commince n'en voudrait pas pour laquais du général, et avec de fausses dents encore. On dit qu'elle a un tas d'argent elle-même. Elle le prête avec intérêt. Elle l'a honnêtement gagné. Toi, Prascovine, je ne t'accuse pas. Ce n'est pas toi qui envoyais les télégrammes. Oublions aussi le passé. Je sais que tu as un bien vilain caractère, une vraie guêpe quand tu piques, ça enfle. Mais j'ai pitié de toi parce que j'aimais bien Catherine, ta défunte mère. Eh bien voici ce que je te propose. Laisse-les tous ici et pars avec moi. Tu n'as pas où aller. Il n'est pas convenable que tu restes avec eux maintenant. Attends, coupa la grand-mère, car Pauline faisait mine de vouloir répondre. Je n'ai pas fini. Je ne te demanderai rien. Tu connais ma maison à Moscou, un vrai palais. Tu pourras, si tu le veux, occuper tout un étage. Tu pourras rester chez moi des semaines entières sans venir me voir si mon caractère ne te convient pas. Alors c'est oui ou c'est non? Il y a 5 ans, dans ma propriété près de Moscou, j'avais fait le vœu de reconstruire en pierre notre église en bois. Au lieu de cela, je me suis fait plumer ici. Maintenant, ma petite, je rentre chez moi pour faire construire cette église. Et les os, grand-mère, n'êtes-vous pas venus ici pour faire une cure? Laisse-moi donc tranquille avec tes os. Ne m'énerve pas, Prascovie, on dirait que tu le fais exprès. Réponds-moi plutôt, c'est oui ou c'est non? Grand-mère, je ne saurais assez vous remercier pour le toit que vous m'offrez, dit Pauline avec émotion. Vous avez deviné en partie dans quelle situation je me trouve. Je vous suis infiniment reconnaissante et croyez bien que j'irai vous rejoindre, peut-être même bientôt. Mais actuellement, il y a des raisons graves qui ne me permettent pas de prendre une décision séance tenante. Si vous restiez encore une quinzaine de jours... C'est donc que tu ne veux pas? C'est donc que je ne peux pas. En outre, et de toute façon, je ne puis laisser mon frère et ma sœur, et comme il se pourrait vraiment qu'ils soient abandonnés. Alors, grand-mère, si vous voulez bien de moi avec les petits, je viendrai chez vous sûrement. Et croyez bien que je ne l'oublierai pas, ajouta-t-elle avec chaleur. Mais sans les enfants, impossible, grand-mère. Allons, ne pleurniche pas. Pauline n'y songeait aucunement, d'ailleurs elle ne pleurait jamais. Il y aura aussi de la place pour les poussins. Le poulailler est grand. Le plus il est temps qu'ils aillent à l'école. Donc tu ne pars pas maintenant? Alors, Prascovie, fais bien attention. Je te veux du bien, mais je sais pourquoi tu restes. Je sais tout, Prascovie. Ce francillon de malheur ne t'apportera rien de bon. Pauline rougit. Je sursautai. Tout le monde était au courant. J'étais donc le seul à ne rien savoir. Allons, ne te renfrogne pas, je ne vais pas en faire tout un plat. Mais fais bien attention qu'il n'y ait pas de malheur, tu me comprends? Tu es une fille intelligente, ça me ferait de la peine. Maintenant, assez, je vous ai assez vus tous. Ah, va, adieu. Je vais vous accompagner à la gare, grand-mère, dit Pauline. Inutile, ne m'embarrasse pas, et puis vous m'embêtez tous. Pauline baisa la main de grand-mère, mais celle-ci la retira, et elle embrassa Pauline sur la joue. En passant près de moi, Pauline me lança un regard et détourna aussitôt les yeux. « Ah non, je te dis adieu. À toi aussi, Alexei Ivanovitch. Le train part dans 1 heure, je suis sûr que tu dois être fatigué à cause de moi. Tiens, prends ces 50 pièces d'or. Merci infiniment, grand-mère, mais j'ai honte. Allons, allons, cria-t-elle d'un air si menaçant et si impérieux que je n'osais refuser. Quand tu seras à Moscou en train de battre le pavé à la recherche d'une situation, viens me voir, je te donnerai des lettres de recommandation. Maintenant déguerpis. Je rentrai dans ma chambre et m'étendis sur mon lit. Je demeurai ainsi près d'une demi-heure, les mains croisées sous la nuque. La catastrophe était déclenchée. Il y avait matière à réflexion. Je résolus de parler sérieusement à Pauline le lendemain. Ah, ce Français. C'était donc vrai?
Mais que s'était-il passé entre eux? Pauline et Des-Grieux? Seigneur, quel rapprochement odieux! C'était tout simplement invraisemblable. Je sautai brusquement à bas du lit, hors de moi, pour courir à la recherche de M. Astley et le faire parler coûte que coûte. Certainement, il en savait plus que moi. M. Astley. Lui aussi n'était-il pas une énigme? Soudain, on frappa à ma porte. C'était Potapitch. « Alexei Ivanovitch, madame insiste pour que vous alliez la voir. »« Qu'y a-t-il? Elle veut partir ?»« Il reste encore 20 minutes jusqu'au départ du train. »« Elle est inquiète, elle ne tient plus en place. »« Vite, vite, répète-t-elle, elle vous réclame. Pour l'amour de Dieu, ne tardez pas. » Je descendis en courant. La grand-mère était déjà dans le couloir. Elle tenait son portefeuille à la main. « Alexei Ivanovitch, marche devant. Allons. »« Où cela, grand-mère ? » ?»« Que la mort me saisisse, mais je me rattraperai. »« Allez, en avant. » Et surtout pas de question. On peut jouer jusqu'à minuit, n'est-ce pas? J'étais pétrifié. Mais un instant de réflexion suffit et ma décision fut prise. Faites ce qui vous plaira, Antonine Vassilievna, mais moi je n'y vais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous êtes fous, tous? Non? Faites comme vous voudrez, j'aurai trop mauvaise conscience plus tard. Je ne le veux pas, je ne veux ni être témoin ni complice. Insistez pas, Antonine Vassilievna, je vous rends vos 50 Frédéric, adieu. Je déposai le rouleau sur une petite table à côté de son fauteuil, je saluai et m'éloignai. Quelle idiotie, cria la grand-mère derrière moi. Mais puis n'y va pas, je trouverai bien le chemin toute seule, Potapitch tu viens avec moi, allons en route. Monsieur Astley resta introuvable. Je revins à l'hôtel. Tard dans la nuit, vers minuit passé, j'appris de la bouche de Potapitch comment s'était terminée la journée de grand-mère. Elle avait perdu tout ce que je lui avais changé tantôt, soit encore 10 000 roubles. Le petit Polonais auquel elle avait donné le matin de Frédéric s'était attaché à sa personne et avait dirigé son jeu. Au début, avant l'intervention du Polonais, elle faisait placer ses mises par Potapitch, mais elle le renvoya bien vite. C'est alors que le Polonais entra en scène. Comme un fait exprès, il comprenait le russe et parlait tant bien que mal un mélange de 3 langues. Aussi s'entendait-il à peu près. La grand-mère l'accablait d'injures sans discontinuer, et bien qu'il fût étendu aux pieds de la dame, comme il le disait lui-même, il était impossible de le comparer à vous, Alexis Ivanovitch, racontait Potapitch. Elle se comportait avec vous comme avec un monsieur. Et l'autre, que Dieu me foudroie sur place, si je ne dis pas la vérité, je l'ai vu de mes propres yeux, vu lui voler des pièces sur la table. Par 2 fois, elle l'a attrapé en flagrant délit. Alors, elle l'a traité de tous les noms, de tout ce qu'on peut imaginer. Elle lui a même tiré les cheveux. Par ma foi, même que les gens se sont mis à rire. Elle a tout perdu, Alexis Ivanovitch, absolument tout ce que vous lui aviez échangé tantôt. Nous l'avons ramenée ici, notre bonne dame. Elle a demandé seulement un peu d'eau à boire, puis elle s'est signée, s'est mise au lit. Elle devait être à bout de force, car elle s'endormit tout de suite. Que le Seigneur lui envoie des rêves angéliques. Oh! On m'en parlera de l'étranger, conclut Potapitch. Je le disais bien qu'il n'en sortirait rien de bon. Allez, qu'on rentre au plus vite dans notre Moscou. Que n'avons-nous pas chez nous, à Moscou, à Jardin? Des fleurs comme on n'en voit pas ici, un air qui embaume, les jolies pommes qui mûrissent, de l'espace, non. Non, non, il fallait à l'étranger. Oh, oh. On roula la grand-mère vers la porte à l'autre bout de la salle. Elle était aux anges. Les nôtres s'empressèrent aussitôt autour d'elle pour la féliciter. Malgré l'excentricité de sa conduite, son triomphe arrangeait beaucoup de choses. Le général ne craignait plus de se compromettre publiquement par ses relations de famille avec une femme aussi extravagante. Il la congratula en souriant d'un air indulgent avec une familiarité joviale, comme on divertit un enfant. Il n'en était pas moins frappé de même que le public. On parlait de la grand-mère, on se la montrait. D'autres passaient juste devant elle pour mieux la voir. M. Astley et 2 Anglais qu'il connaissait s'entretenaient d'elle à l'écart. Plusieurs dames majestueuses la dévisageaient avec un étonnement hautain, tel un phénomène. Des-Grieux était au sourire et débitait des compliments. « Quelle victoire !» disait-il. « Mais madame, c'était du feu !» renchérit mademoiselle Blanche avec un sourire engageant. « Eh ben voilà, j'ai gagné 12 000 florins, que dis-je 12 000 ? Et l'or, ça doit faire dans les 13 000. Combien cela représente-t-il en notre monnaie? Environ 6 000 roubles, n'est-ce pas ? Je lui fis remarquer que cela dépassait 7, et qu'au cours actuel du rouble, la somme n'était pas loin des 8 000. 8 000, fichtre. Et vous restez là, les bras croisés, tas de mauviettes. Potapitch, Marthe, avez-vous vu? Notre bonne mère, Matouchka, comment avez-vous fait? 8 000 roubles, s'exclama Marthe en se tortillant. Voilà 5 pièces d'or pour chacun de vous. Prenez-les. Potapitch et Marthe se précipitèrent pour lui baiser les mains. Que les porteurs et chacun un Frédéric. Donne-leur, Alexei Ivanovitch.
Qu'est-ce que ce valet qui salue et l'autre là, il me félicite. Donne-leur aussi un Frédéric à chacun. Madame la princesse, un pauvre expatrié, malheur continuel. Les princes russes sont si généreux. Un personnage en redingote élimé, gilet voyant, portant longue moustache, la casquette au bout de son bras écarté, se dandinait à côté du fauteuil, un sourire obséquieux aux lèvres. Donne-lui un Frédéric, lui aussi. Non, deux. Et maintenant assez, on n'en finirait plus. En avant, poussez-moi. Praskovie, demain je te donnerai de quoi faire une robe. Mais celle-là aussi, mademoiselle, comment donc, mademoiselle Blanche, non? Traduis-lui, Praskovie. Merci, madame, dit mademoiselle Blanche avec une révérence suave, la bouche tordue par un sourire ironique qu'elle échangea avec Desgrieux et le général. Celui-ci n'était pas très à l'aise, il fut extrêmement soulagé quand nous eûmes atteint l'allée. Il fait dossier, voilà une qui va être surprise. Il faudra lui donner de l'argent pour une robe à elle aussi, se souvint-elle de la gnagna, la bonne des enfants du général. Hé, Alexei Ivanovitch, donne à ce mendiant. Un loqueteux passait le dos en équerre, les yeux fixés sur nous. Je n'ai peut-être pas du tout un pauvre, grand-mère, mais un schnappant quelconque. Donne toujours, donne-lui un florin. Je m'exécutais. Le loqueteux me regarda avec une expression de complet ahurissement. Il sentait le vin. Toi-même, Alexei Ivanovitch, as-tu déjà tenté ta chance? Non, grand-mère. Tes yeux lançaient les flammes, je l'ai remarqué. Je tenterai ma chance sans faute, grand-mère, plus tard. Mise directement sur 0, et tu verras. Quel est ton capital? Je n'ai que 20 Frédéric, grand-mère. C'est peu. Si tu veux, je te prêterai 50 Frédéric. Prends ce rouleau. Mais toi, mon ami, tu n'as quand même pas besoin d'attendre. Tu n'auras rien, dit-elle en se tournant brusquement vers le général. Celui-ci eut une crispation, mais se contint. Desgrieux s'assombrit. Que diable, c'est une terrible vieille, dit-il au général entre ses dents. Un mendiant, en voilà encore un, cria la grand-mère. Alexei Ivanovitch, donne-lui un florin. Cette fois, c'était un vieillard à cheveux gris avec une jambe de bois, vêtu d'une espèce de longue redingote bleue, une grande canne à la main. Il avait l'allure d'un vieux militaire. Lorsque je lui tendis le florin, il recula d'un pas, me toisa d'un air menaçant. « Raciste, Teufel !» proféra-t-il en ajoutant une bonne douzaine d'injures. « Eh bien, c'est un imbécile !» s'écria la grand-mère. « Tant pis pour lui. Allez en avant, poussez-moi, j'ai faim. Je vais maintenant déjeuner, faire une petite sieste, et puis je retournerai là-bas. »« Vous voulez recommencer à jouer, grand-mère » m'exclamai-je. « Et comment donc? C'est pas parce que vous restez là à m'asserrer dans votre jus que je m'en vais vous contempler. » Mais madame, dit Desgrieux en s'approchant, les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et vous perdez tout, surtout avec votre jeu, c'était terrible. Vous perdrez absolument, gazouilla mademoiselle Blanche. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à tous? C'est mon argent, que je ne perdrai pas le vôtre. Et ce monsieur Astley, où est-il? Me demanda-t-elle. Il est resté au casino, grand-mère. Ah, dommage, celui-là est un homme bien. Rentrée à l'hôtel, la grand-mère croisa l'Oberkellner dans l'escalier, lui fit signe de s'approcher et se vanta de son gain. Ensuite, elle fit appeler Fédosia, la gratifia de 3 Frédéric et commanda son repas. Pendant qu'elle se restaurait, Fédosia et Marthe ne tarissaient pas d'éloges. « J'étais là à vous regarder, Matouchka, jacassait Marthe. Et je dis à Potapitch, que va-t-elle donc faire, notre maîtresse? Et que d'argent sur la table, grand Dieu, que d'argent! Toute ma vie, je n'ai vu autant d'argent. Et tout autour, rien que des gens bien. D'où est-ce qu'ils viennent que je dis à Potapitch, tous ces messieurs? Et je prie pour que la Sainte Vierge elle-même vous protège. Je prie pour vous. Et mon cœur bat à tout rompre, je suis toute tremblante. Donne-lui, Seigneur, de gagner, que je pense. Et il l'a fait. J'en tremble encore, notre bonne mère, j'en tremble encore. Alexei Ivanovitch, après déjeuner, vers les 4 heures, prépare-toi, nous repartons. Pour l'instant, je te dis au revoir, et n'oublie pas de me trouver un docteur quelconque, je dois aussi prendre des os. On pourrait l'oublier. Je la quittai, la tête me tournait. J'essayais de me représenter ce qu'il allait advenir des nôtres et la tournure que prendraient les événements. Visiblement, ils n'avaient pas encore pu reprendre leurs esprits, surtout le général. S'était pas encore remis du premier choc. L'apparition de la grand-mère en chair et en os au lieu du télégramme tant attendu qui aurait annoncé sa mort et donc l'héritage avait à tel point bouleversé leurs plans et leurs décisions que ces exploits ultérieurs à la roulette les plongeaient tous dans une profonde perplexité et une sorte de paralysie. Néanmoins, ce deuxième fait est peut-être plus important que le premier. La grand-mère avait beau lui dire par 2 fois qu'elle ne donnerait rien au général, mais qui sait? Il ne fallait pas encore perdre tout espoir. Desgrieux ne le perdait pas, impliqué comme il l'était dans toutes les affaires du général. J'étais sûr que mademoiselle Blanche, non moins intéressée, comment donc, madame la générale et le magot, ne désespérait pas et qu'elle déploierait toutes ses séductions de coquette auprès de la grand-mère, contrairement à Pauline la fière qui manquait de souplesse et qui connaissait pas le sens du mot cajoler.
Or maintenant que la grand-mère avait accompli de telles prouesses au jeu, maintenant que sa personnalité s'était si nettement, si typiquement manifestée, rétive, autoritaire et tombée en enfance, maintenant tout allait à la ruine. N'éprouvait-elle pas une joie d'enfant à se précipiter la tête la première dans cette histoire de roulette? Et comme il se doit, n'allait-elle pas perdre jusqu'au dernier sou? Mon Dieu, pensais-je, et que le Seigneur me pardonne avec un rire tout à fait sardonique. Combien Jacques Frédéric misait tout à l'heure par la grand-mère devait retourner le fer dans la plaie du général, faire enrager des grieux et rendre hystérique mademoiselle de Comminges à qui la cuillère passait sous le nez. Bien plus encore. Même après avoir gagné au jeu, lorsque la grand-mère dans sa joie avait distribué son argent à droite à gauche en prenant chaque passant pour un mendiant, même alors, elle avait lancé au général « Mais toi, je ne te donnerai tout de même rien !» Autrement dit, c'était une idée fixe, elle s'y obstinait, elle se l'était jurée. Dangereux, très dangereux. Toutes ces idées me passaient par la tête, alors que je montais l'escalier pour atteindre le dernier étage où se trouvait ma petite chambre. J'étais très préoccupé. Dès avant, je pouvais certes deviner quels étaient les profils qui reliaient les acteurs sous mes yeux, et pourtant je ne connaissais pas exactement tous les procédés et les arcanes de ce jeu. Pauline ne m'avait jamais témoigné une entière confiance. Il lui arrivait bien de me faire des confidences, comme à contre-cœur, mais j'avais remarqué qu'après m'avoir fait ces confidences, souvent, et même presque toujours, elle les tournait en ridicule, ou elle les embrouillait et leur donnait exprès un sens contradictoire. Oui, elle me cachait beaucoup de choses. De toute façon, je pressentais que le dénouement de cette situation mystérieuse et tendue approchait. Un coup encore, et finita la comédie. Tout apparaîtrait au grand jour. Je ne m'inquiétais à peu près pas de mon propre sort, et pourtant cette histoire me concernait aussi. Je me trouve dans un état d'esprit étrange. Je possède en tout et pour tout 20 Frédéric. Je suis loin de mon pays, sans travail, sans moyen d'existence, sans espoir, sans projet. Je ne m'en soucie pas. N'était la pensée de Pauline, je me serais uniquement concentré sur l'intérêt comique du dénouement imminent, et j'aurais ri à gorge déployée. Mais Pauline me trouble. Son sort se joue, je le sais, mais je le confesse, ce n'est pas son sort qui m'angoisse. Je désire pénétrer ses secrets, j'ai envie qu'elle vienne vers moi, qu'elle me dise « Mais je t'aime ». Si elle ne le fait pas, si c'est de la démence, alors quoi souhaiter? Est-ce que je sais ce que je désire? Je suis dans l'égarement, je ne veux qu'une chose, être près d'elle, vivre dans son auréole, dans son rayonnement, à jamais, éternellement, toute ma vie. Mes pensées s'arrêtent là. Est-ce que je peux la quitter? Au 2e étage, en passant dans leur couloir, je ressentis un choc. Je me retournai. À une 20aine de pas, je vis Pauline qui ouvrait une porte. Elle paraissait m'attendre, me guetter. Je me fis aussitôt signe de la rejoindre. « Pauline Alexandrovna !»« Plus bas !» dit-elle. « Figurez-vous, murmurai-je, je viens de ressentir un choc, comme si on m'avait poussé. Je me retourne, c'est vous. On dirait que vous dégagez une sorte de courant électrique. »« Prenez cette lettre, » dit Pauline, soucieuse, renfrognée. Elle n'avait sans doute pas entendu ce que je venais de dire. « Remettez-la personnellement à M. Astley, mais tout de suite. Je vous prie, faites vite. N'attendez pas la réponse. Lui-même... » Elle n'acheva pas. « À M. Astley ?» demandai-je surpris. Mais Pauline avait déjà refermé sa porte. « Ah, ils s'écrivent donc. » Bien entendu, je courus chercher M. Astley. Il n'était pas à son hôtel, n'était pas au casino, je fis toutes les salles. Je revenais vers l'hôtel, bredouille, presque désespéré. Lorsque, tout à fait par hasard, je l'aperçus. Il était à cheval parmi d'autres cavaliers anglais des deux sexes. Je lui fis signe, il s'arrêta, je lui remis la lettre. Nous n'eûmes pas le temps d'échanger un regard. Je le soupçonne d'avoir éperonné son cheval exprès. Étais-je torturé par la jalousie? J'étais certainement très abattu. Je ne voulais même pas reconnaître le sujet de leur correspondance. Ainsi, il était son confident? Un ami? Oui, c'est clair. Depuis quand l'était-il devenu? Mais y a-t-il amour? Certes, non, me soufflait la raison. Seulement la raison seule ne suffit pas dans des circonstances pareilles. De toute façon, cela aussi devrait être tiré au clair. L'affaire se compliquait désagréablement. Dès mon entrée à l'hôtel, le concierge et l'Oberkellner, qui étaient sortis précipitamment de son bureau, m'annoncèrent qu'on me réclamait, qu'on me cherchait, que 3 fois déjà on m'avait fait demander où j'étais. Bref, que je devais me rendre sans tarder chez le général. J'étais très mauvaise humeur. Dans le cabinet, il y avait, outre le général, des grieux et Mademoiselle Blanche, sans sa mère cette fois.
Décidément, cette dernière n'était qu'une figurante qui ne servait que pour la galerie. Quand il s'agissait d'une affaire sérieuse, mademoiselle Blanche manœuvrait seule. Il est même probable que cette mère ne connaissait rien des affaires de sa soi-disante fille. Le trio discutait ferme. La porte du cabinet était même fermée à clé, fait sans précédent. En m'approchant, je perçus des éclats de voix, Desgrieux impertinents et venimeux, Blanche insolente et furieuse, et la voix plaintive du général qui essayait apparemment de se justifier. À mon entrée, ils mirent un frein à leur débordement et se ressaisirent. Desgrieux se passa la main dans les cheveux pour y mettre de l'ordre. Son visage qui exprimait une violente colère devint tout souriant. Je vis ce vilain, ce faux sourire de politesse officielle, ce sourire français que je déteste. Effondré, éperdu, le général se redressa, mais pour ainsi dire machinalement. Seule mademoiselle Blanche ne changea à peu près pas son expression de colère fulminante, mais elle se tut en dardant sur moi un regard d'attente impatiente. Jusqu'ici, je l'avais noté, elle me traitait avec une négligence incroyable, elle ne me répondait même pas à mes saluts, comme si je n'existais pas. « Alexis Ivanovitch, » commença le général sur le ton d'un affectueux sermon. « Permettez-moi de vous déclarer que c'est étrange au plus haut point. Bref, vos faits et gestes en ce qui me concerne, moi et ma famille, en un mot, c'est si étrange. » « Et ce n'est pas ça, » interrompit Desgrieux avec une irritation méprisante. Décidément, c'était lui qui menait la barque. « Mon cher monsieur, notre cher général se trompe quand il vous parle sur ce ton. Il voulait simplement vous dire, c'est-à-dire vous prévenir. Mieux, vous prier instamment de ne pas être la cause de sa perte. » « Oui, de sa perte, je me sers justement de cette expression. »« Mais de quelle façon, comment ? » ?»« Permettez. Vous vous chargez de, comment dirais-je, de piloter cette vieille femme, cette pauvre et terrible vieille, s'embrouillait Desgrieux. Mais elle va perdre tout jusqu'au dernier sou. Vous avez vu vous-même comment elle joue. Et si elle commence à perdre, aucune force de la nature ne pourra l'éloigner des tables de jeu. Elle s'obstinera par méchanceté et jouera sans s'arrêter. Quand on arrive là, on ne rattrape jamais ses pertes. Et alors, intervint le général, c'est vous qui aurez été la cause de la perte de toute la famille. Moi et ma famille, nous sommes ses héritiers. Elle n'a pas de plus proche parent. Je vous avouerai franchement que mes affaires ne marchent pas du tout, mais du tout. Si vous êtes un peu au courant de tout cela, si elle perdait une forte somme, ou même, qui sait, toute sa fortune, oh, mon Dieu, qu'adviendra-t-il alors de mes enfants ? Le général regarda Desgrieux. De moi-même, il regarda mademoiselle Blanche, qui s'était détournée de lui avec mépris. Alexis Ivanovitch, sauvez-nous. Sauvez-nous. Mais comment, dites-moi, mon général, de quelle façon je n'y suis pour rien ? Refusez. Refusez, lâchez-la. Il s'en trouvera toujours un autre, m'écriai-je. Ce n'est pas ça, interrompit Desgrieux. Que diable, non, ne la lâchez pas, mais au moins faites appel à sa conscience, persuadez-la, dissuadez-la. En un mot, ne la laissez pas perdre trop gros, détourner son attention d'une façon ou d'une autre. Mais comment y parviendrais-je ? Si vous vous en chargiez vous-même, monsieur Desgrieux, ajoutai-je le plus naïvement possible. Je remarquai alors un coup d'œil ardent et interrogateur de mademoiselle Blanche à Desgrieux. Le visage de ce dernier exprima une seconde quelque chose de particulier qu'il ne put dissimuler. « Tout est là. Elle ne voudra pas de moi maintenant » s'écria-t-il en faisant un signe négatif de la main. « Si seulement... plus tard... » Il lança à mademoiselle Blanche un regard entendu. « Oh, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon... » Et mademoiselle Blanche elle-même vint vers moi avec un sourire séducteur, me saisit les mains et les serra avec force dans les siennes. Le diable m'emporte. Ce visage infernal savait se métamorphoser en un instant. Il était devenu tellement suppliant, charmant, avec un sourire d'enfant, même espiègle. À la fin de sa phrase, elle m'envoya un clin d'œil coquin, à l'insu des autres. Voulait-elle m'entortiller du coup ? C'était assez réussi d'ailleurs, mais un peu gros tout de même.